Hello à tous, bienvenue pour ce hors-série dédié à un bouquin, un nouveau livre, Les Ballos, ramasseurs de balles, de 1974 à 2024. Je suis avec Valentin Lefebvre qui l'a écrit. Du coup, Valentin, enchanté, comment ça va? Ça va très bien. Salut Max. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. C'est un plaisir. Alors, je continue de le parcourir, je l'ai pas encore fini, mais c'est le genre de livre où tu as envie de le déguster au fur et à mesure et il peut se lire en plusieurs fois, donc c'est hyper agréable. Il retrace donc l'histoire des ramasseurs de balles, qu'on appelle les Ballos à Roland-Garros, de 74 à 2024, avec des anecdotes insolites, donc ça tombe bien sur le podcast, c'est un peu ce qu'on raconte, autour de leur rôle, des coulisses de match, des matchs importants, des behind the scenes comme on dit. Tu as recueilli des témoignages aussi de Ballos depuis toutes ces années. Il est sorti donc cette année ce livre. Et ce qui est cool, c'est qu'on découvre une histoire pas forcément visible de gens un peu de l'ombre. Les ramasseurs de balles à Roland-Garros, tu mets en avant leur service, leur jeunesse, leur rigueur, les traditions dans ce monde un peu codifié. Et voilà, c'est un bon complément à l'histoire officielle des tournois qui est souvent centré autour des joueurs, des matchs, des records. Ici, c'est plus le côté humain, les petites mains qui est mis en lumière, donc c'est hyper cool. Toi, tu as été toi-même ramasseur de balles. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes qui tu es, Valentin, avant de faire ce Tout à livre? fait. J'ai été ramasseur de balles donc, en 2015. Ouais, Moi, je suis un passionné de tennis. Je joue depuis que j'ai l'âge de 6 ans. ouais. Donc, ça a été un rêve que j'ai pu réaliser durant mes années de collège et de lycée. Ensuite, je suis devenu journaliste. J'ai voulu me spécialiser dans le sport et la passion du tennis m'a rattrapé, entre autres, puisque maintenant j'ai plusieurs activités. À côté de mon domaine journalistique, je donne aussi des cours de tennis dans différentes structures sportives en Île-de-France. T'es à combien au tennis ou t'es monté combien au max? Je suis monté 15 ans. Je suis monté 15 ans. Voilà, je suis un peu redescendu parce que j'ai plus trop de temps de faire les tournois, mais j'aimerais bien remonter un peu là et je vise la seconde série prochainement quand même. Et donc tu me disais justement, t'entraînes à Agnières-sur-Seine et à Fontainebleau, c'est ça, pour C'est préparer le ça. DE? Alors, c'est ça. J'enseigne à Fontainebleau. Donc, c'est depuis cette année. Ouais. Et Fontainebleau, j'y suis depuis quand même plus de 20 ans. Donc, c'est mon club de toujours, entre guillemets. T'es de quelle année? De 1999. Donc ça te fait 26 ans. Exactement. C'est propre, franchement, Très bon. de sortir un livre à 26 ans, c'est quand même solide, c'est un super projet. Ah, Et merci. j'ai trouvé en plus en info que voilà, tu as récupéré 151 témoignages, c'est ça, de Tout à ramasseurs de fait. balles. Donc c'est assez cool. J'ai corné deux, trois pages, on va voir. Je vais essayer de revenir dessus un peu. Et puis toi, tu vas pouvoir nous dire ce qui t'a le plus marqué, comment tu t'es débrouillé, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, comment tu as eu l'idée d'être ramasseur et ton expérience à toi personnelle, nous faire voyager dans les grandes lignes sur ce que tu as vécu à Roland? Déjà dans les sélections et puis après sur le terrain, quoi. Moi, en tant que ramasseur. Ouais, Alors, pour être tout à fait honnête, je m'étais inscrit une première fois aux sélections. C'est ouvert entre 11 ans et 16 ans. J'avais échoué au départ les tests quand j'avais 11 ans. à cause de Euh, quoi, tu sais? non, je ne sais pas, juste j'ai pas été sélectionné. D'autres avaient dû être meilleurs que moi. Après, c'est la dure loi des sélections. On t'a pas expliqué pourquoi t'as pas été pris à ce moment-là? Non, 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 juste, bah, tu sais, c'est comme quand tu obtiens un résultat ou pas, tu l'as ou tu l'as pas, voilà, tout simplement. Ouais. Bon, Moi, après au bac, tu sais que t'as eu deux en philo, c'est compliqué, quoi. ouais, mais là, il n'y a pas vraiment d'explication. Ouais, j'ai pas été pris à ce moment-là. Ok, J'étais jeune, hein. J'avais ouais, 11-12 ans, donc j'ai un peu laissé tomber. Et en fait, ouais, c'est mon frère et mes parents, sans me prévenir, ils m'ont inscrit aux sélections quelques années plus tard. ah, génial. C'était pour moi la dernière année. Et moi, j'y avais jamais repensé et j'y suis allé un peu en disant, tu sais, j'étais en seconde, donc au lycée, je dis, bon, ok, on va y aller, on va voir. On sait pas trop ce que ça va donner. Je passe une sélection, première fois que ça arrive. Il y a encore deux tours. Je passe la Ouais, deuxième. Je fais bon, on va commencer à s'y intéresser un peu plus. Troisième sélection, là, je suis pris. Et là, l'émotion elle était folle. J'étais fou de joie. J'y croyais pas vraiment. Et après, bah, l'aventure a démarré. Et aujourd'hui, ça reste la plus belle expérience de ma vie. Et tu vois, avec le temps, je regrette de ne pas avoir retenté les sélections plus tôt. Parce que c'était ma dernière année possible. Et tu vois, même si aujourd'hui tu me dis tu vas ramasser les balles 3 semaines à Roland, même à 26 ans, je peux te dire j'y vais tout de suite. ah ouais. Et Ouais. juste pour les personnes qui aimeraient inscrire leurs enfants ou autres, les trois sélections, elles se sont passées au même endroit ou à chaque fois c'était à des endroits différents? Pour ma part, elles sont passées au même endroit. Après, c'est en fonction de la localité. Donc nous, c'était à l'ancien CNE.
Tu sais, avant le CNE, le centre d'entraînement national, il était d'Or-Roland. Ouais, Aujourd'hui, il est un peu excentré. Bon, il n'est pas très loin, mais il est légèrement excentré. Mais ouais, les sélections, c'était toujours au même endroit, en tout cas pour ceux qui habitaient en région parisienne. ouais, Les autres, je ne sais plus exactement où sont les lieux. Je sais qu'à la Grande Motte, il y a des sélections là-bas. ok, Après, je ne sais pas où elles se déroulent précisément. ça marche. Et alors, plus belle expérience de ta vie, raconte-nous, t'arrives sur quel terrain, vous êtes briefé comment ça marche, quoi? Alors, en fait, la première semaine, parce que c'est 3 semaines, c'est pas 2 semaines, tu as, Ouais, les qualifs. ouais, C'est un peu, entre guillemets, la mise en jambe. Donc, il n'y a pas encore les grandes stars, etc. Mais ça reste très bon joueur de tennis et c'est vraiment impressionnant de les ramasser. Donc là, tu es aussi dans ton tournoi, tu es un peu timide, tu fais les premières erreurs. Au fur et à mesure, tu te lâches et en fait, chaque journée, les coachs, les ramasseurs, ils évaluent. Donc, sur chaque terrain, ils nous regardent, ils évaluent si on a fait des erreurs, si on a fait des bons roulés, etc. Donc, c'est des petits gestes techniques que font les ramasseurs. Et ouais. après, ils déterminent quel ramasseur va sur quel terrain. Mais Et puis, alors, quand vous arrivez, vous êtes un groupe de combien de ramasseurs? Et toi, t'es allé sur quel terrain d'emblée? alors moi, le premier terrain que j'ai fait, je crois que c'était l'ancien cours 14. C'était pas le Ok, cours 14, c'était le cours t'étais à la 18, je campagne. crois. Exactement, c'est ça le terme, ouais. J'étais à la campagne. J'ai commencé là-bas et on est 6 ramasseurs forcément sur le terrain. Donc ça, c'est le nombre de ramasseurs qu'on est sur le terrain. Et en Et tout? on est 3 équipes par terrain, Et, à et, l'époque en tout cas. et en tout, sur tout le Grand Chelem, il y a On combien de est, ramasseurs? euh, on était 250, je crois, en 2015. Et donc Mais là, t'arrives, il y a 250 personnes autour de toi, tu connais personne? ouais, moi, je connaissais personne. Il y en a Ah qui se ouais, connaissaient parce que parmi les 250, en fait, ils resélectionnent certains ramasseurs qui l'ont été l'année précédente. ok, Ça doit être une trentaine grand max. ouais, Donc, il y a 30 places en moins, grosso modo, qu'il y a pour les gens qui passent les sélections pour la première fois. ok. Mais ouais, je connaissais personne, en tout cas, quand je suis arrivé. Et donc toi, t'es de région parisienne, donc ça va, tu pouvais rentrer chez toi le soir, c'est ça? Alors, ouais, moi, j'habitais à Fontainebleau à Ouais. l'époque. Ah oui, ça fait Donc, loin. c'était un peu loin, mais Ouais. j'avais réussi à loger chez des connaissances à droite à gauche. Voilà, chez mon cousin, chez ma marraine. Je Parce que m'étais ouais, arrangé. si tu viens de loin, le tournoi te loge pas ou quoi? T'es quoi? T'es Ah, juste nourri la journée sur place ou même pas? si, si, en fait, on a une petite carte, tu sais, un petit badge à Roland. Ouais, On a, je crois, 25 euros par jour ok, pour aller manger au resto donc de Roland. Et les gens qui viennent de loin, bah, alors tu as ceux qui viennent des dom-toms, eux, ils sont logés dans un dortoir d'accord. ou une sorte de lieu qui est réservé pour eux. Mhm. Et pour les personnes qui sont hors région parisienne, mais en métropole, normalement, c'est à des Parisiens d'accueillir justement d'autres ramasseurs, ce qui permet aussi de créer du lien. Ah, c'est Euh, sympa. Moi, Et, ça n'a pas été mon cas en tout cas. et ça veut dire qu'il y a un quota de place pour des ramasseurs des dom-toms, c'est ça? Pour des jeunes qui Ouais. vivent là-bas? Ouais, ouais. Alors, le cotage de mémoire, je préfère pas te dire bêtises, mais de mémoire, je crois que c'est 2 par dom-tom. Énorme. Et pour eux, l'avion est payé. Je crois, ouais. C'est incroyable. Et donc vous avez un resto du personnel un peu, c'est ça? C'est le resto, c'est le même resto pour les arbitres, les juges de Ok, ligne, ok, pour les personnes de l'entretien. Nous, à chaque fois, bah, on mange au même endroit qu'eux et on a notre petit badge, tu sais, c'est un self-service et après on ouais. s'installe, on a peu de temps pour manger et après on repart sur les terrains. Ah ouais. Et tu manges midi et soir du coup? Midi à l'époque. Que le midi? Ok, Ouais, parce que le soir, tu sais, avant, il n'y avait pas les night sessions. Donc ouais, la journée au plus tard se terminait sous les coups de 21h, 21h30. Donc ouais. c'était encore jouable. Aujourd'hui, avec les night sessions, c'est un autre fonctionnement encore. Et tu arrives à quelle heure le matin? Et je crois qu'il y a une sorte de d'échauffement collectif, non, c'est pas ça? Ouais. Alors, de mémoire, on arrivait sur les coups de 9h Ouais. au stade, voire un peu plus tôt. Il y avait un gros brief. En fait, les vestiaires des ramasseurs à l'époque, c'était sous le cours numéro 1. Qui a Donc, été détruit, ouais, depuis. exactement, sur la place des Mousquetaires. Et nous, ce qu'on faisait en arrivant, on descendait les marches pour aller au vestiaire et on découvrait aussi l'affectation du terrain sur lequel on allait être. Parce qu'à Ok. l'entrée, il y avait la liste et quel ramasseur allait être sur quel terrain. Donc chaque matin, c'était un stress en même temps de découvrir est-ce que je suis sur le central, est-ce que je suis sur le 1, voilà, tu vois. On Est-ce que était je suis vraiment sur le hyper 19? attentifs. Ouais, Est-ce qu'ils voilà, m'ont mis à exactement. Jambouin?
Exactement, ouais, tu rigoles, mais il y en a qui ont ramassé un jambon pour, tu sais, je crois que c'est pour le tournoi des célébrités. Ah ouais, Ah ouais, ouais, là, non, mais, c'est vraiment que t'as fauté, là. non, pas forcément, parce qu'en vrai, le tournoi Non? des célébrités, c'est quand même cool. Tu rencontres des personnes du monde de la télévision, tu les ramasses. Ouais, c'est comme sympa. Non, là où t'as fauté, c'est peut-être plus quand t'as fait la campagne, tu vois, quand t'es sur le cours 19 à l'autre bout. Là, tu te dis, ah, j'ai fait une mauvaise journée hier, quoi. Et généralement, les 30 de l'année d'avant, ils sont quasiment sûrs d'être sur les gros cours, avec des nouveaux à fort potentiel, ou ça marche comment en début de quinzaine, ou en début de qualif? C'est des gens Sachant qui qu'à sont. l'époque, il n'y avait pas le Suzanne Lenglen pour les qualifs. Ouais, bah, c'est des gens qui sont quand même plus expérimentés, donc effectivement, ils ont plus de chances d'être sur les gros cours. Après, c'est pas forcément une vérité générale. Enfin, c'est pas forcément eux qui vont aller sur les gros cours. Ils Ouais. doivent aussi reprouver entre guillemets qu'ils arrivent à avoir le bon niveau pour être sur les gros cours. Et effectivement, s'ils sont pas au niveau, bah, tu as des nouveaux qui vont les remplacer. C'est pas forcément des places privilégiées qu'ils ont. Mais Hmm. avec l'expérience qu'ils ont, ils partent avec un avantage plus sérieux que les personnes qui arrivent. Parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience, ils savent ce qu'il faut faire pour être sur les grands cours. Ils ont aussi beaucoup plus de pratique, donc effectivement, ils sont plus expérimentés. Et donc l'échauffement, une fois que tu as pris connaissance de ton... Tu as laissé tes affaires, tu as pris connaissance de ton cours, c'est dans les allées, c'est ça? Vous faites Ouais, des bah, mouvements, il y a un champ aussi? exactement. Bah, juste avant l'échauffement, on fait un gros brief général. Toujours, c'est sur le cours numéro un. Ouais, Voilà. Et une fois que le brief est fait, c'est aller, on part faire ce qu'on appelle l'éveil du stade. Donc, ok. tous les ramasseurs, ils font tout le tour du stade en courant, une sorte de grand échauffement commun où là, on scorde, on chante une chanson, la chanson des ramasseurs. Est-ce Une que ça serait pas le moment de nous la chanter? Allez, je savais que tu allais me le demander. J'ai pas osé le faire tout de suite, T'es mais pas obligé, t'es pas obligé. ah, vas-y, Franchement, pas de je vais le pression. faire. Non, je Ah, vais le faire. Alors, les paroles, elles changent en fonction des années, hein. Mais ok. à l'époque, c'était On est les ballos de Roland-Garros. On va ramasser toute la journée. Et les gens, ils répètent. Après, il y a le refrain ou à Roland, ou à Géant, ou à Garros, ou à Ballos. Et après, ils utilisent le nom des joueurs, de Maria à Novak, etc., etc. Et cetera. Et voilà. C'est un petit Ok. arrangement. Je chante pas très bien, je suis pas un très Mais grand chanteur. attends, le nom des joueurs, à la fin, j'ai pas compris comment, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, en fait, à l'époque, nous, en 2015, ils disaient de Maria, donc de Maria Sharapova Ouais, par exemple à Novak. Et ouais. aujourd'hui, c'est de Iga à Danil, par exemple. En fait, Ok. ils actualisent la chanson en fonction de l'époque. Et ils Euh, disent quoi après ça? De Iga à Daniel, et après, il y a quoi? de Danil à Iga, on sera toujours là. Mais non. De Carlos à Garcia, nous, on s'en souviendra. Ah, c'est Après, il y a encore mythique. le refrain. Après, c'est On est les meilleurs, les derniers ramasseurs. Jusqu'à la finale, on ramasse toutes les balles. Après, tu as encore le refrain. Et après, tu as un dernier couplet qui est 3 semaines à vous servir, des tonnes de souvenirs. Du 14 au Châtrier, nous, on va s'éclater. Voilà. Ça, c'est la version 2024. Et désolé pour les oreilles, ça va pas être très agréable. Mec, c'est parfait. Et tu mets quoi? Tu mets 3 4 jours à la retenir, la chanson, non? Parce qu'elle est un peu longue au départ, là. Ouais, ouais, tu mets 3 4 jours quand même. Bah, Ok. je t'avoue, le premier jour, je l'avais pas en tête. Mais à la fin, on peut la faire. À la fin, on la connaissait tous par cœur. Et les Donc, 250 ramasseurs restent les 3 semaines? ouais, bah ça, à l'époque, ça se faisait pas. Maintenant, c'est ce qui se fait. Tout le monde reste l'intégralité des 3 semaines. Parce qu'il y a plus de matchs qu'à l'époque? Oui, à DJ, il y a plus de matchs Ouais. parce qu'il y a plusieurs tableaux. Par exemple, au tout début, en 1974, il n'y avait pas forcément Tennis fauteuil, le peut-être? tournoi des légendes, le tennis fauteuil, etc. Tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de tournois, mais aussi parce que ils ont trouvé ça plus sympa que tout le monde reste, même s'il y a plus de ramassage à la fin. Parce qu'effectivement, le jour de la finale, tu vois, messieurs ou dames, des 250 ramasseurs ne ramassent pas en même temps. Hmm. Mais ils ont trouvé ça sympa que les ramasseurs puissent quand même rester dans l'ambiance du tournoi, d'assister tous ensemble à la finale, Ouais. euh, de vivre ces émotions ensemble. Vous êtes encadré par donc un responsable par terrain, c'est ça? 2 responsables par terrain. Ok. Qui sont d'anciens ramasseurs, j'imagine? Ouais, ils sont tous anciens ramasseurs. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, après le ramassage de balles, deviennent justement encadrants. Ouais.
Donc ils poursuivent entre guillemets l'aventure, mais de l'autre côté, assis sur le banc à observer les ramasseurs. Et on se nourrit aussi des conseils des anciens, quoi. C'est cool. Trop bien. Et donc, quand t'es ramasseur, évidemment, c'est une expérience hyper symbolique, tout ça, t'es pas payé, mais quand t'es encadrant, est-ce que t'es rémunéré ou ça marche comment? Oui, quand t'es encadrant, t'es rémunéré. Ok. Alors moi, j'ai jamais été, donc je peux pas dire combien on est rémunéré. Et alors, raconte-nous, du coup, tu commences sur le 18, ces enfoirés, ils ont pas cru en toi au départ. Et Ah, comment? je dirais pas ça comme ça, je dirais que j'étais moins bon que les autres. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as fait des bourdes au départ? Est-ce que tu te souviens d'erreurs un peu dramatiques où tu te dis, tiens, c'est pas possible, faut que je me reprenne? C'était quoi les débuts? Ouais, les débuts, ils étaient pas si mauvais. Bah, Ok, forcément, tu sais, on a des petites armes techniques. Donc, quand on fait rouler la balle, ouais, l'objectif, c'est que la balle, elle puisse rouler assez vite et qu'elle reste collée au sol, entre guillemets. ouais, Et nous, il y a ce qu'on appelle le lob. Donc, en fait, au lieu de rouler la balle, elle part en l'air. Ça, ouais, c'est une petite bourde. Ou quand la balle, elle part de vraiment un autre côté où tu n'as pas visé, ça part à droite au lieu de partir à gauche. Ça ouais, peut arriver. Ou des balles qui, justement, ralentissent au sol parce que tu as mal lancé la balle et la balle va à 2 à l'heure. Ça, c'est des bourdes qui arrivent très régulièrement au tout début, quand on n'a pas encore de rythme, etc. J'ai pas trop été embêté. Je suis assez vite monté. J'ai pu ramasser sur le Châtrier, donc ça a été t'as mythique. un des plus beaux jours de ma vie, et même peut-être le plus beau jour de ma vie, puisque en fait, je suis très fan du bonhomme qui est derrière toi, là, Rafael Nadal. Ouais. C'est mon idole et je découvre pour le deuxième tour en 2015, il joue à Almagro et je découvre que je suis sur le Châtrier. Waouh, attends, 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 attends. Avant d'arriver là, au départ, Ouais. t'étais au fond ou au filet? Au fond, j'étais un des plus grands, donc en Ouais, fait, le filet, c'était injouable pour moi. Parce que ouais, ouais, tu sais, comme on est au filet, on se met accroupi. ouais, Et si moi je me mettais au filet, mon temps de réaction au départ, enfin tu sais, le temps de se lever avec mes grandes jambes, ouais. j'aurais ralenti tout le monde et c'était injouable. Tu vois? Ok, Parce que peut-être que sur une course de 100 mètres, ça aurait été, mais sur des très courtes distances, j'étais inefficace. Et ok, ben, intéressant. Et du coup, donc, si je comprends bien, tu fais toute la semaine de qualif, ouais, plus premier tour, et donc au bout de finalement 9 jours, t'es sur le central. Et ouais. est-ce que du 18, tu passes au 17, puis au 16, 15, 14, ou tu fais des bons plus importants en fonction de tes performances, ça marche comment? En fait, ils répartissent en 3 zones. Zone A, zone B et campagne. J'ai un petit doute sur le nom des zones. En gros, la zone A, c'est Centrale Suzanne. Ouais, Zone B, c'est du cours 1 au cours 7 à ouais, l'époque. Et campagne, c'est cours 8 au cours 18, je crois, à l'époque aussi. ok, Et en fait, quand tu as la campagne, tu peux très bien être sur le 18 et sur le 8. En fait, ça ouais, change pas grand-chose. d'accord. C'est pas dire que si tu es sur le 18, il faut pas que tu fasses 18, 17, 16. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En Hmm, gros, tu peux très bien passer du 18 au 1 au central. Donc, très on peut bien. monter assez vite et on peut descendre aussi très vite. Et donc t'es passé à la zone B assez rapidement, dans laquelle tu t'es maintenu, ou t'as fait le yo-yo entre B et campagne, ou ça fait quoi? Au qualif ou dans le tournoi? Ouais, avant d'arriver sur le Châtrier. Au qualif, j'ai plutôt fait campagne et zone B. Ouais, J'ai alterné, voilà. ok, Mais je pense que tout le monde a beaucoup alterné parce qu'ils avaient besoin aussi de prendre des repères, mais j'étais pas nul, j'étais pas non plus excellentissime. J'étais correct à ce moment-là. ok, Et puis, il y a un jour où j'ai eu un petit déclic. Je crois que ouais, c'était sur le cours 2. Tu sais, là ouais, où il y avait le lierre sur le côté. ouais. Oh, ce cours, il était tout le temps blindé de chez Ouais, blindé. Il y avait souvent des grosses affiches, bah ouais, ouais, Des Nicolas Coutelau qui gagnaient en 5-7, exactement. des Jérémy Chardy qui sortaient d'Albandian d'un coup. Exactement. Ah, je crois que Bah, c'est le cours 1, ça. Mais bon, j'ai fait ce cours et j'ai fait une très bonne journée sur ce cours. Et ok, je pense que c'est ce qui m'a propulsé sur le central ensuite. d'accord. Et c'est quoi le système de notation? Tu sais un peu comment ça marche? Ouais, enfin après, je n'ai jamais été encadrant, mais je pense qu'il regarde beaucoup le roulé déjà. C'est le Ouais, geste qu'on effectue le plus. Après, il regarde aussi comment on réagit, est-ce qu'on anticipe, est-ce qu'on fait perdre du temps. Parce que l'idée, c'est que les ramasseurs, ils soient déjà extrêmement discrets sur le terrain. C'est comme s'il faut qu'ils soient fantomatiques. Il ne faut pas ouais, qu'ils gênent le cours du jeu. Voilà. ouais, Faut pas qu'on soit gênant pour les Sabalenka, les Swiatek, Alcaraz, Sinner. Enfin, tu vois, faut vraiment qu'on soit extrêmement discret. ouais, Et faut qu'on puisse servir le joueur le plus rapidement possible. Donc effectivement, tu vois, si un ramasseur il arrive à donner les balles à un joueur ou à une joueuse en 10 secondes top chrono et t'en as un autre qui le fait en 12 secondes,
bah, celui qui est en 10 secondes, il est plus efficace que celui qui le fait en 12 secondes. Donc, Et, tu vois, je et, pense qu'il y a de par rapport à ça. et ça marche comment en termes de nombre de matchs par jour ou d'heures effectuées sur le terrain? C'est quoi la limite? On fait, on fait tous les matchs. En fait, c'est plus par système de Ok, rotation. Quand il fait très très chaud, c'est des rotations qui sont plutôt courtes, 20-30 minutes. ok, Voilà. Quand il fait sombre, gris, pas trop chaud, les rotations peuvent aller jusqu'à 1 heure. d'accord. Et l'objectif, c'est en fait, le jour J, on est attribué à un terrain et on fait le même terrain sur toute la journée. Ah Donc, ouais. on fait tous les matchs sur la même journée. Ah ouais, tu te couches, t'es éclaté, quoi. Exactement. Bah après, ça dépend. Tu sais, si les matchs ils durent 1 heure, je sais pas, tu as 2 matchs femmes qui durent 1 heure et tu as un match homme, il y a un blessé et ça fait un match en 3-7, 6-6, 1-6-1, ta journée, elle peut être très vite finie aussi, hein. Ok, Mais ouais. après, au contraire, tu tapes 2 matchs en 5-7 et 2 matchs femmes, ça dure 3 heures, bah, je peux dire que tu vas cavaler toute la journée, ouais. Et vous saviez la distance un peu parcourue par ceux au filet, parce que eux, pour le coup, ils galopent pas mal. Aucune idée, mais je peux te dire qu'ils galopent 10 fois plus que nous. Ah ouais, c'est ça le truc. Ouais. Ah, Et moi, toi, ça m'est c'est... déjà arrivé. En fait, on Ouais, a des positions, des numéros. C'est un peu comme, entre guillemets, les Dalton, tu vois, par ordre de taille. ouais, Donc, le plus petit, en général, il est premier au filet. Et en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très simple. Et grosso modo, moi, j'étais souvent le 6 parce que j'étais le plus grand en taille. Et effectivement, bah, ça arrive que, par exemple, dans un jeu, tu sais, les balles, elles changent tous les 2 jeux de côté. Parce que le service, il est 2 fois du même côté. ouais. Mais moi, ça m'est arrivé pendant 2 jeux de quasiment pas bouger. De faire peut-être une course pour envoyer une balle, mais pendant 2 jeux, j'attendais que les balles reviennent de mon côté parce que les balles ne venaient pas forcément de mon côté et j'avais pas beaucoup d'actions à faire. Alors que le filet, ouais, il cavalait à droite, à gauche. Les filets, ils cavalaient beaucoup. Maintenant que les vestiaires ne sont plus sous le cours numéro un qui n'existe plus, ils sont où les vestiaires des Là, ramasseurs? ils sont sous le cours numéro 7, si je dis pas de bêtises. Ok, C'est entre le Suzanne et le Châtrier. ok. Voilà. Bon, alors du coup, raconte-nous ce moment où tu arrives, 9 h du mat, tu cherches la liste, tu trouves pas, tu fais, oh là, attends, 18, 15, 14, 7, 8, je suis où? Bam, Châtrier. Tu ressens quoi? Et fais-nous le film de cette journée. Bah, là, je vois Châtrier, je vérifie, bah, comme tout le monde, hein, je vérifie 3 fois mon nom. Je fais, il n'y a pas une erreur. Non, non, c'est bien moi. Je me Énorme. précipite, j'envoie un message à mes parents, à ma famille, mes copains. Enfin, je fais, ouais, je suis sur Châtrier, je regarde le programme. Enfin, je savais que c'était Nadal, donc je suis comme un dingue, en fait. Je suis comme un ouf. Je dis, je vais ramasser le gars pour lequel je vibre depuis mon plus jeune âge. Je vais être sur le même cours avec lui. C'est extraordinaire. Ouais. J'étais comme un fou. Et puis après, la journée a été très spéciale. On a fait le réveil du stade. Après, on a eu le brief du Châtrier. Qui est Euh, différent des autres? bah, déjà, il est plus impressionnant, tu vois. Tu es sur un gros cours parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais tu vois, la distance entre la ligne de fond de service et la bâche, elle est énorme. Il y a On ne se beaucoup de rend pas recul, compte. ouais. Il y Ouais. a énormément de recul. Et donc, par exemple, quand tu es sur le cours 7, quand tu dois envoyer un roulé du fond au filet, bah, c'est pas le même roulé. C'est un roulé qui va partir plus vite, à moins de distance, alors que quand tu dois faire un roulé du fond du châtrier au filet du central, bah, tu as intérêt à faire un roulé rapide et fort parce que ton roulé, il faut qu'il avance parce que tu as, quand même, je sais pas, mais t'as au moins 5-6 mètres de plus, quoi. Ouais, c'est ce que disaient Énorme. les adversaires de Rafa, c'est que dès que tu perds du terrain sur le central, c'est horrible. Tu passes ton temps Ouais. à courir du terrain, quoi. Bah, quand tu es sur le cours et tu vis ce truc, tu te dis, ah ouais, effectivement, tu as de la distance à parcourir. Il prend cher. Ouais, ouais. Bah, tu t'en rends vite compte. Donc voilà, après, on fait l'échauffement. Parce qu'après l'éveil du stade, tu as un autre échauffement, entre guillemets, par terrain. En Ouais, fait, chaque ramasseur, ensuite, par terrain, fait un échauffement plus spécifique, tu sais, étirement dynamique, etc. ouais, Nous, on fait l'échauffement pour le central. Et ensuite, tu as un nouveau un brief avec donc les encadrants, mais brief par terrain. Voilà, sur votre terrain, vous allez avoir tel joueur, etc., etc. ok. Et là, ce qui a été dingue, c'est qu'on fait le brief dans la fosse du central déjà. Donc, tu as le cours qui est devant toi. Et puis, ce jour-là, sur le terrain, tu avais Murray, tu avais Wozniacki, tu avais Julia George, tu avais aussi Mladenovic, je crois, et tu avais Nadal Almagro. Et là, c'est pas une blague, en fait, le brief n'a consisté qu'à parler de Nadal. Pendant 30 minutes, ils ont fait un brief sur Nadal. Parce qu'en fait, Nadal a beaucoup d'habitudes.
Et c'est un joueur qui, enfin, faut le mettre dans des bonnes conditions, etc. Et il y a des petites particularités. Et, par exemple, quelque chose qui se faisait avec Nadal. À l'époque, il y avait les serviettes. Et Nadal avait deux serviettes. Et en fait, Nadal aime bien rester proche de son ramasseur. Donc, par exemple, si un joueur demandait la serviette à l'époque, t'arrivais, tu donnais ta serviette, t'envoyais ta balle, tu faisais rouler près du filet. Après, tu revenais vers le joueur, tu reprenais la serviette et tu la reposais. Avec Ok. Nadal, c'est tu donnes la serviette, mais Nadal veut que le ramasseur reste près de lui. Ouais. Donc, le ramasseur du filet devait sprinter, venir récupérer la balle vers nous, donc ceux qui étaient au fond. Nous, on devait donner la balle au ramasseur du filet qui repartait et qui refaisait un sprint sur tout le terrain. Tu vois, Ah, c'est des petits trucs comme ça. Il y avait autre chose aussi, c'est Nadal prend deux balles toujours du même côté au fond, ouais. puis une balle de mon côté, enfin de l'autre côté. Et après, si on regarde Nadal, il rachète toujours la balle du même endroit, côté droite. Et sur les bouteilles, tout ça, non, il n'y avait rien de. Non, mais c'est plus sur des petits trucs comme ça où il fallait vraiment être proche de Nadal. Il faut faire attention aussi à ces petites manies, à ces petites habitudes, voilà. Et C'était t'as plus ressenti pour quoi ça. quand c'était toi qui, du coup, devais être proche de lui parce que t'as quoi, t'as 30 centimètres, tu le colles, Bah, quoi. ouais, bah, ouais, je lui donne, bah, je le touche même. Donc, tu sais, en rigolant le soir, j'ai dit, c'est bon, je me lave plus les mains de toute ma vie. Donc, non, non, c'était un moment fort parce qu'il fait un premier set et moi, je crois que je rentre assez rapidement. Mais il avait déjà commencé son match et en fait, première fois que je le vois, bah, il vient vers moi, me donner sa serviette. Et là, je me Ouais, dis, waouh, ouais, tu sais, je sais plus où me mettre. Et en même temps, je veux tellement bien faire que je suis ultra concentré. ouais, Tu vois, j'ai envie de vivre le moment parce que je sais que je peux le ramasser qu'une seule fois parce que le match, il va pas durer très longtemps. Parce ouais. qu'Almagro, tu vois, il frappait des revers 3 mètres au-dessus de l'épaule. Il était 4 mètres derrière sa ligne contre Nadal. Nadal a insisté sur son revers et je savais qu'Almagro allait pas faire long feu à ce moment-là. Il avait pris une énorme branlée, je crois, 3 fois 6-1, Ouais, un truc comme ça. 3-7. Après, c'est pas la meilleure année de Nadal 2015 parce que tu sais, il s'incline contre Novak en quart. Ok. Mais bah, ça reste Nadal sur terre et j'ai pu me rendre compte de la hauteur de sa balle Ah ouais, et de son rebond. Ouais. On s'en rend compte quand on est spectateur, ouais. mais quand on est sur le terrain à hauteur du joueur, c'est une autre histoire. Et Almagro, sans déconner, il frappait vraiment ses revers au niveau de sa tête. Hein, mon Dieu. Ouais. Il y a que Dominique, le bûcheron, qui arrive à reculer et à renvoyer un scud en revers à une main, quoi. Ou Roger qui prend le mi-volée. Ouais, c'est ça, c'est soit l'un soit l'autre. Pas de gaffe sur le central, ça a été, t'as réussi à gérer? Alors, pas pendant cette rotation. J'ai fait une gaffe après, et je pense que c'est ce qui m'a coûté ma place sur le central d'ailleurs. Moi, j'aurais jamais eu confirmation, mais la rotation avec Nadal se passe très bien. Ouais, Vraiment, j'étais tellement concentré que j'ai fait une très bonne rotation. Après, il faisait gris. Tu sais, normalement, quand il y a du soleil, tu as deux ramasseurs qui viennent mettre le parasol pour mettre de l'ombre auprès des joueurs. Avec mon binôme, on voulait tellement de près de Nadal, tu vois, qu'on se dit même s'il fait gris, on y va quand même. On va quand même se mettre derrière les joueurs. Donc, ouais. c'est ce qu'on fait. On se met derrière les joueurs malgré le ciel nuageux. Et en fait, à ce moment-là, pour revenir au vestiaire, je coupe le terrain. Ok, En fait, au lieu de faire le tour, tu vois, je passe ouais. vraiment en plein centre. Yes. Mais tu vois, j'ai pas réfléchi, tu vois, tellement j'étais tellement Dans dans ton mon jeu rêve. éveillé que, tu vois, je m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Et après, l'encadrant, après, il m'a dit, là, tu as fait n'importe quoi, tu peux pas te replacer en plein milieu du terrain, sur le central, tu fais le tour, etc. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a coûté, c'est la grosse gaffe que j'ai faite, qui m'a coûté le central, je pense. Tu es pas retourné de la quinzaine? Non, parce qu'après, j'ai fait une semaine non-stop sur le 1. D'accord. Ouais, Tu vois, ce qui est le sympa 1, aussi. le 1, c'est quand même un gros cours et Ouais, j'étais à la limite, entre guillemets, du Suzanne et du Central. ouais. Et le 1, en vrai, je ne l'ai pas quitté après. En fait, j'ai fait Ok. une semaine sur le 1 et je pense que mon niveau était quand même peut-être assez bon. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas assez élevé, ça, je ne sais pas. Peut-être que je ne méritais pas non plus forcément le Central et le Suzanne. Mais je pense que j'étais pas très loin non plus, tu vois. Et est-ce que tous les ramasseurs ont un moment le privilège de goûter au Central et au Suzanne pour l'expérience, ou ça dépend vraiment du niveau, quoi? À l'époque, non. Aujourd'hui, oui.
Ouais, aujourd'hui, ils essayent vraiment de faire tourner tout le monde sur les gros cours au moins une fois Ok. pour que tout le monde puisse vivre cette expérience que moi aussi j'ai vécue. Ouais. Je sais qu'à l'époque, par exemple au début des années 2000, tu avais un master qui faisait un cours la quinzaine. Je sais qu'il y en Ah a ouais. qui faisaient le central toute la quinzaine. Wow. Et donc, il y en a qui n'ont pas pu avoir ce privilège de côtoyer les grands cours. Du coup, t'en as qui se prennent pour des stars un peu dans les 250, la section sur le central, ils toisent un peu les autres ou ça dit quoi? Bah, je sais pas s'ils se prennent pour les stars, mais un peu de compète, forcément. Ouais, Après, on est quand même globalement tous des compétiteurs, donc c'est vrai. forcément, il y en a peut-être un peu qui bombent le torse, mais après, c'est pas malveillant, franchement. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de malveillance. T'as fait des Euh, bons potes? ouais, j'ai fait des bons potes. J'ai fait des bons potes. Il y en a avec qui je suis resté en contact un peu, mais pas beaucoup, Ouais. euh, pour ma part. Après, je sais qu'il y en a qui sont restés très potes avec d'autres et qui sont partis en vacances, et maintenant, c'est leurs meilleurs potes. Il y en a même, c'est devenu leur témoin de mariage. Enfin, voilà. Ah, T'as c'est plein de, génial. t'as plein d'anecdotes comme ça aussi. Il y a des couples qui se forment un peu, ça fricote? Ouais, t'as des couples qui sont formés, ouais. Énorme. Alors, de mon année, j'en ai pas, mais des autres années, à force d'avoir recueilli beaucoup de témoignages, Ouais. je sais qu'il y a des couples qui sont formés. Ah, c'est mythique, j'adore. Ouais, C'est quoi les cadeaux quand vous arrivez? Vous avez une tenue? Qu'est-ce qui il vous régale un peu, Roland, à ce moment-là? ouais, on a. Alors, ils nous régalent. On n'est pas payé, donc il y en a qui vont dire c'est dommage que vous ne soyez pas payé. Ouais, Moi, après, l'expérience humaine est tellement forte que être payé ou pas, ça m'est complètement égal. Et nous, on reçoit deux tenues, les tenues des ramasseurs. ouais. On a des chaussures quand même qui vont avec. On a des petits cadeaux. À l'époque, c'était des bons Adidas, 200 euros, où on pouvait se faire plaisir chez Adidas, s'acheter des petits trucs. Et, Après, et- c'est pas une boîte de balles. Voilà. Après, c'est pas une raquette de tennis, c'est pas des trucs non plus extraordinaires, mais c'est déjà, quand tu as un enfant de 11 à 16 ans, c'est déjà énorme de ouais. recevoir tout ça Une tout le temps. accrède que tu gardes à vie en souvenir, évidemment, quoi. Ouais, j'ai toutes mes accrèdes encore. C'est bon ça. Pourquoi t'en as plusieurs? Parce que j'ai travaillé après à Roland, j'ai fait d'autres activités. J'ai Ok, fait hôte d'accueil aussi sur le ouais, central, où ouais, là, tu sais, tu dois placer les gens dans les tribunes. ouais. Ça aussi, c'est une expérience sympathique. C'est très différent, j'imagine, en termes d'expérience. C'est moins le kiff, non? C'est sympa, mais c'est différent, quoi. C'est moins sympa parce que t'es pas sur le terrain, t'es pas en activité. Moi, j'adore le sport, donc Ouais, t'es pas au mouvement. Après, c'est quand même sympa parce que quand tu es sur le central en train de placer les gens et surtout dans les loges, tu es quand même très proche des joueurs. ouais. Et puis aussi, tu es payé. Yes. Ce que- ce qui, enfin, en tout cas, en maturité, t'as pas la même vision quand tu as 11 ans et quand tu as 18 ans. Quand tu as Ouais. 18 ans, tu aimes bien recevoir un peu de sous dans ton porte-monnaie. Bah ouais, ouais. Et je sais pas si t'as vu, j'ai fait un vlog de l'US Open, c'est une vidéo où je fais un petit récap sur Ouais, place. Et on a fait une story pour les 3 dernières nuits, les 2 dernières nuits, j'avais pas d'hébergement, donc on a demandé un peu dans la communauté, savoir si quelqu'un pouvait nous aider. Et parce qu'à New York, mon gars, la moindre nuit d'hôtel, c'est 350 balles. ouais, c'est cher, hein. Et t'as un mec super sympa qui a répondu pas de problème, j'ai une chambre d'hôtel avec un canapé qui sert à rien, donc un canapé convertible, tu vois, en vrai lit. Ouais, Et il s'avère que ce mec, c'était un jeune, Vittorio, que j'embrasse, qui plaçait les officiels à Roland-Garros. Et depuis 2 ans, je crois. Et un jour, il place une dame parmi tous les officiels. Et cette dame lui dit, si un jour tu veux travailler à l'US Open, t'es le bienvenu. Tu vois, elle avait plutôt apprécié son sens du service. Et c'était une Américaine. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il s'est dit, attends, je vais essayer de creuser auprès de cette dame. ouais, il a Et, raison. et il s'avère que c'était la directrice de l'US Open. Et donc, ils prennent leur contact, ils échangent leurs contacts. Un jour, il a le responsable du coup des gars à l'USTA qui l'appelle pour placer les officiels à l'US Open et qui lui dit bah, si tu veux, t'es le bienvenu pour la prochaine édition. Donc, il est parti. Alors, il doit payer son vol, il doit payer son déplacement, mais sur place, il est logé, nourri. Et en fait, c'est vraiment à l'américaine. C'est-à-dire que tu es payé au nombre d'heures et clairement, tu peux arriver si tu as envie à 7 heures du mat. Et là, pour le coup, tu as des night sessions, donc tu peux repartir à 2 heures du mat. C'est Et énorme. tu es vraiment payé au nombre d'heures, donc tu peux faire 180 heures semaine et tu es payé quand même, quoi, tu vois. Et en revanche, si tu vois, tu as ton planning de la veille pour le lendemain,
Si tu bosses à partir de 14 heures, tu peux arriver à 13h30 et profiter le matin de New York. Mais ils sont pas regardants. Tu peux aussi arriver très tôt et faire un nombre d'heures. Donc, tu es très très bien payé. Donc, payer ton vol, finalement, tu es gagnant sur la paye. En plus, tu es payé à la semaine. Et pareil, c'est 3 semaines. Et donc là, c'était la deuxième année où il le faisait. Il avait une chambre à l'hôtel officiel au Hilton, dans lequel. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ton expérience Bah, d'hôte. il a de la chance, Vittorio. Il a de la chance, mais il l'a aussi provoqué, tu vois, où derrière, il y est Il a allé, pris le quoi. contact, ouais. Ouais, ouais, Il a raison, mais bah, en vrai, c'est une expérience assez folle, même pour lui à l'US Open, ouais. ça doit être quand même quelque chose d'extraordinaire à vivre. Sachant que, en fait, t'as un roulement aussi là-bas où ils prennent des nouveaux quasiment tous les ans. T'as juste un gars de l'USTA qui fait ça depuis la nuit des temps et lui en étranger, tu vois. Sinon, ils prennent pas vraiment, ils s'embêtent pas à prendre des gens de l'autre bout du monde. Et il a fait les grands coups ou pas, du coup? Bah, il est sur le Et sur Arthur Arthur H. Ashe? Ouais, Ok. ouais, uniquement sur le Arthur H. Avec les officiels, comme à Roland. Il place les acteurs, les stars et tout ce que tu veux, les huiles, comme on les appelle. Et il a trouvé le bon plan, alors. Et il a trouvé un truc sympa. Et le tournoi lui permet d'inviter une personne de son réseau une journée, plus une soirée peut-être. Sachant que c'est champagne à volonté, c'est une loge de dingue, enfin tu vois. Ah, c'est cool, ça. Et Je suis du content coup, d'entendre ça. il régale deux potes à lui qui viennent de Paris, qui achètent leur place le reste de la semaine. Mais ce jour-là, tu vois, ils se font régaler du matin au soir. Et lui, il peut les loger parce que bah, il a ce canapé convertible que j'ai eu la chance d'avoir pendant 2 nuits. Donc t'as logé au Hilton, alors? Ouais, j'étais au Hilton, bon, ce qui est sympa, hein. Après, la chambre, elle est pas non plus incroyable, mais l'hôtel, je n'ai jamais vu ça. C'est un hall de gare, le truc. T'as au À rez-de-chaussée, l'américaine. ah ouais, c'est à l'américaine. Au rez-de-chaussée, t'as genre 5 couloirs avec 6 ascenseurs par couloir. Et t'es réparti, chaque couloir t'emmène à une tranche d'étage. Et t'as un truc comme 80 étages. Donc t'appuies, tu vois que tu es à l'ascenseur B8. Et là, tu as un décompte, 1 minute 20. Ok, bon. Enfin, c'est vraiment, j'ai jamais vu autant de monde dans un hôtel. C'est hallucinant, quoi. Et, salle de sport au 5e étage, de mutants. Enfin bref. Piscine, j'imagine. Je crois pas qu'il y ait une piscine, il me semble pas. Et, enfin bref, sacrée expérience aussi. Ok, et du coup, t'as pas voulu faire encadrant après, non? T'avais pas envie de faire ça? Après avoir fait ramasseur? C'est pas que j'avais pas envie, c'est que c'était pas forcément. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire ou j'ai pas envoyé ma candidature pour le faire, Ok, donc je l'ai jamais fait. Voilà. ok, ok. J'aurais peut-être dû, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Il y a un petit discours de fin à la fin de la quinzaine, une petite cérémonie de clôture. Pour les Un truc. ramasseurs, du coup, Ouais, t'as une soirée des ramasseurs où là, les jeunes s'habillent en tenue de ville plutôt. Donc, musique, petite récompense aussi pour certains ramasseurs. c'est où et quand? C'est sous le Suzanne. Je crois que c'est le après la finale dame. Je crois que c'est le samedi. Donc là, petite musique, boum, voilà, c'est assez sympathique, assez sympathique. Petit DJ. Donc même les encadrants aussi se lâchent un peu, donc c'est cool. Très bon ça. C'est une bonne ambiance, ouais. Ça finit à quelle heure? Voilà. Bah, ça finit pas à 4 heures du mat, mais Ouais. ça va finir sur les coups de minuit, 1 heure, j'imagine. Faut rester frais pour la finale homme quand même, hein. Enfin, les autres finales Ah, d'ailleurs. ceux qui ramassent, ouais, ceux qui ramassent pas, ils sont plus tranquilles. Donc ceux qui ramassent pas peuvent revenir au stade le lendemain, Ouais, mais ils ramassent pas quoi. Ils sont tranquilles. ouais. Nous, en 2015, on avait vu la finale sur le Suzanne, avec écran géant. Et vous avez une salle de repos avec table de ping-pong et tout ou pas? Ouais. Alors aujourd'hui, ils ont une vraie salle de repos avec la play, la table de ping-pong. Ah ouais, classe. Ouais, à l'époque, enfin maintenant c'est classe. À l'époque aussi, c'était cool. À l'époque, c'était bah, dans l'ancien CNE. Ok. En fait, les vestiaires étaient sur le cours numéro un et les petites activités de l'ancien CNE. Et là, tu avais pareil un petit espace avec la play, un peu le goûter, tu sais, les bananes, etc. Elle devait Euh, chauffer la play. Ouais, bah, bah, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé. Petit baby-foot aussi, je crois, de mémoire. Et en fait, Sympa. ce qui était cool à l'époque, c'était donc dans l'ancien CNE. Et en fait, c'est un escalier enfin, les terrains du CNE étaient séparés en deux. Et en fait, Ouais, tu avais une partie qui était séparée pour l'espace des ramasseurs. ouais. Tu vois, donc là, on y avait accès. Et la partie à gauche, c'était l'espace pour les joueurs et les joueuses.
Ok. qui faisaient leur muscu. Et en fait, nous, quand on descendait justement pour aller dans cet espace, bah, quand tu descends l'escalier, à gauche, tu voyais Novak faire son petit vélo, tu voyais Maria Sharapova faire des exercices physiques. Et forcément, on mettait 4 heures à descendre les escaliers parce que tu les regardais, tu fais, ah, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'était cool aussi, tu pouvais croiser des joueurs ou les voir de plus près aussi. Ça, c'était vraiment très sympa. Et tout le monde se parle entre les ramasseurs, ça communiquait bien, ou t'en as qui restent sur leur téléphone, c'était... Non, tout le monde se parle de manière générale. Après, je t'avoue, je connaissais pas les 250 ramasseurs. Tu Ouais. crées forcément des liens avec des ramasseurs. Il y a pas genre des cache-cache de mutants qui s'organisent dans Roland, ou des trucs un peu... T'as pas Ah, c'est trop le lui? droit, mais tu Ah, le là, fais. tu vas donner des mauvaises idées, donc j'ai pas de mémoire de cache-cache. Ça pourrait se faire peut-être à l'avenir. Est-ce qu'il y a des conneries que vous faisiez qu'il fallait absolument pas dire, mais là, il y a prescription, tu peux balance. Ouais, ouais, si. On a fait deux, trois conneries, mais Genre, c'est vrai que parfois j'ai utilisé mon badge. ouais. Alors, il y a prescription, hein. Bah oui, J'ai utilisé mon badge pour accéder à deux, trois endroits où j'avais pas le droit d'aller, tu vois. Et les couloirs sont le central. ok. T'as des gigantesques couloirs blancs. On y avait accédé pour voir un peu ce qui se passait. Ou pareil, tu sais, normalement, tu n'avais pas trop le droit d'aller voir les matchs sur le central quand tu n'étais pas sur le central. Et je faisais genre que j'étais sur le central. Du coup, je Ouais. m'installais dans la fosse. Voilà. C'est des petites conneries. Il y a un espace Ouais. réservé aux ramasseurs où tu peux aller sur les places grand public. Tu veux dire sur les cours? Ah oui, la fosse, c'est l'endroit justement où tu voyais à hauteur C'est là où il y a des pieds, là. c'est là où il y a les caméras, tu sais. Ok, En fait, les ramasseurs qui sont sur le central, souvent ils attendent à ce moment-là, parce que ouais, les balles à l'époque, elles allaient derrière, ouais, enfin elles allaient dans la fosse, et il fallait redonner la balle au ramasseur qui était sur le terrain. ouais, Éviter qu'il y ait 250 ramasseurs dans la fosse, bah, tu sais, forcément, on peut pas donner accès à tout le monde. ouais. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois d'aller jeter un petit coup d'œil quand même dans la fosse, par Et, simple curiosité. et est-ce que c'est particulièrement impressionnant de regarder le jeu d'ici? Est-ce que tu vois l'intensité du jeu de jambes, la vitesse de la balle encore plus? Ça donne quoi, là? Je me suis toujours demandé. Bah, tu vois ou pas, parfois tu as une vue caméra à hauteur de joueur. Moi d'ailleurs, j'aimerais énormément il y a plus de vues comme ça pour les matchs rediffusés. Je milite un peu pour ça parce que tu es à hauteur de joueur et c'est un peu l'impression que tu as en fait. Tu sais, ou même quand la caméra elle bouge avec le joueur. Et du coup, quand tu es à hauteur de joueur, bah, tu te rends compte du tout en fait. Tu te rends compte de la puissance de frappe, Ouais, enfin, de son déplacement, etc. Et c'est la folie. tu vois que je te parlais tout à l'heure de Nadal et de Almagro Ouais. avec la hauteur de balle de Nadal, bah, j'aurais jamais pu me rendre compte à ce point-là si j'avais pas été sur le court. Hmm. Effectivement, tu te rends compte pareil, d'appui. Tu sais, ils ont des appuis quand même qui sont quand même assez forts au sol. L'ancrage, il est quand même assez impressionnant. La vitesse de la balle, la vitesse du jeu, ça va très vite quand t'es en tribune, mais quand la balle elle arrive à toute vitesse et que toi tu dois la réceptionner parce que tu as un coup gagnant, bah, tu te rends compte aussi de la vitesse de la balle. Et pareil aussi pour la puissance quand tu réceptionnes la balle à la main, bah, parfois ta main elle chauffe un peu quand même. Surtout au service. Au service, ça peut très vite chauffer. C'est quoi le match le plus sympa sur lequel t'es ramassé de toute la quinzaine finalement? Alors, mon cœur, il va te dire Nadal Almagro. Ouais, Mais après, sinon, j'ai fait un match très sympa c'était Silic Ferrer. ok. Qui avait Ouais, gagné? C'est David? David, je crois. Combien? Euh, Tu te souviens? 5-7, non? non, je sais plus le score. Ouais. Mais ce match était très sympa. J'avais fait aussi Cuevas Kohlschreiber aussi, je garde un très bon souvenir. Ouais. Quelle main ce Pablo. Ouais, très bon match. Même Philippe Kohlschreiber, c'était sympa à ramasser. C'était cool. Ouais, C'est ouais. des matchs vraiment sympathiques. Avant de faire un moment dédié à ton livre en mode un peu, voilà, histoire de l'intérieur, de le faire vivre, et puis un peu de promo, c'est normal. Tu dois raconter quelque chose en plus de ton expérience de ballot. Est-ce que tu veux conclure par un truc en particulier? Ouais, alors, je l'ai dit aussi dans plusieurs, enfin, à plusieurs personnes, mais moi, c'est vraiment une expérience que je recommande, en tout Ouais. cas pour tous les jeunes. Je ne sais pas si les jeunes vont regarder ou même si les écoles vont regarder, mais surtout un petit message pour En tout les cas, écoles. il y a beaucoup de parents, ça c'est sûr. Ouais. Beaucoup de parents, Ah, il y aura des entraîneurs qui écouteront, donc ils pourront passer le message. tant mieux alors. Moi, ouais, le petit message, c'est surtout laisser les enfants vivre cette expérience parce que c'est quand même 3 semaines d'école qu'on loupe. C'est pas rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent être réticents. Ça a été Ouais, mon cas. ouais. Le directeur de mon lycée, au départ, ne voulait pas me laisser y aller. T'étais en Euh, seconde? J'étais en seconde, ouais.
J'avais une moyenne. J'étais plutôt entre 10 et 12. Ok. Donc, j'étais pas nul, mais j'étais pas un brillant élève. Ouais. Et ma mère a tapé du poing entre guillemets sur la table et est allée voir le directeur pour lui dire laissez mon fils vivre son rêve. Sympa la Euh, madré. ouais, je lui en suis très reconnaissant. Tu m'étonnes. Donc finalement, le directeur a cédé et j'ai pu vivre cette expérience. Mais voilà, globalement, je sais qu'il y a des écoles qui refusent et en fait, au-delà du plaisir que nous, enfin que l'on a nous, les jeunes, c'est aussi une vraie expérience professionnelle dans le sens, tu côtoies le monde professionnel, tu côtoies des joueurs, tu côtoies des arbitres, tu côtoies des personnes qui font l'entretien. Et Hmm. c'est une expérience très enrichissante sur le plan professionnel, même pour l'avenir. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde le met sur son CV. Ouais. Et aussi, ça permet, entre guillemets, de diriger des carrières. Je sais qu'il y a beaucoup de ramasseurs qui font aujourd'hui de l'événementiel sportif, par exemple, et qui ont dirigé leur carrière professionnelle grâce à cette expérience de ramasseur. Hmm. Bon, voilà, c'est le petit message que j'aimerais faire passer pour les futurs jeunes qui deviendront ramasseurs. Et comment on se renseigne sur la proximité des qualifs autour de chez soi? Tu sais, la marche à suivre? Il faut s'inscrire au mois de juin, je crois. D'accord. Dès le lendemain du tournoi, je crois, une semaine après, faut déjà s'inscrire Pour parce l'année que la d'après, demande ouais. est très forte. Et après, les sélections, je crois qu'elles commencent en novembre. Tu as des premiers tests. Ouais. Et après, ça s'accélère au mois de mars-avril. Ok. Et comment on sait, bon, j'imagine sur Google on trouve toutes les infos, mais c'est quoi? C'est sur le site de la Fédé, t'as Alors toutes récemment, les. ouais, récemment les ramasseurs ont créé leur propre site. Ça s'appelle RG Ballos. Ok, Donc là, il y a toutes les infos sur RG Ballos. Et pour devenir ramasseur, quand même, point assez important, il faut être licencié de la Fédération française de tennis. Ce qui ok, n'était pas forcément le cas encore au tout début, mais ouais, aujourd'hui, c'est une obligation pour devenir ramasseur. ok. Mais je vous mettrai le lien pour les auditeurs intéressés en Je te l'enverrai description. si tu veux. Top. Il sera en description de l'épisode. Alors, ton bouquin, Les Ballos ramasseurs de balles de 1974 à 2024, t'as recueilli 151 témoignages. Comment t'as fait et d'où t'es venue cette idée? Combien de temps t'as mis? Raconte-nous un peu la jeunesse du livre, l'histoire autour du livre. Ouais, alors bah, c'est simple. En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi journaliste. Je cherchais un projet un peu journalistique. Tu bosses pour quel média? Là, en ce moment, je bosse pour l'Internaute. Ok, Et je bosse pour aussi une agence de prod qui travaille avec la télévision tahitienne. Donc, je fais des reportages pour TNTV, c'est la télévision tahitienne. ok, Voilà. Et donc, voilà, je cherchais un projet qui me tenait à cœur, qui avait du sens pour moi. ouais, Voilà. Et le tennis, c'est quand même un milieu dans lequel je suis énormément. L'idée du tennis est très rapidement venue. Et puis, le fait d'avoir été ramasseur, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, bah, pourquoi pas parler d'un ramasseur de balles? Et puis, j'ai commencé à me renseigner un peu et finalement, je me suis dit, bah, j'ai envie de raconter l'histoire des ramasseurs de balles. Parce que c'est des gens qui sont pas assez mis en avant. Euh, alors aujourd'hui, ils sont de plus en plus mis en lumière, mais c'est quand même des acteurs à part entière du terrain. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les ramasseurs de balles aujourd'hui sont indispensables dans le milieu professionnel. Les arbitres sont aussi pour moi très importants, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a des juges de ligne qu'on ne voit plus forcément sur le terrain parce que, ils font appel à la technologie. mhm. Les ramasseurs de balles aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu vois, les joueurs aiment la présence des ramasseurs de balles et ils sont vraiment indispensables. Et moi, ça me tenait à cœur de raconter aussi leur histoire à eux. Comment t'es rentré en contact avec autant de personnes? C'est quand même impressionnant, quoi. Alors, ouais, bah, merci. Ça n'a pas été simple. Au tout début, avant de réaliser ce projet, j'ai d'abord voulu avoir l'accord des actuels responsables des ramasseurs de balles, Ok, donc Arthur Bongrand notamment. ouais, Je lui ai envoyé un mail, je lui ai expliqué mon idée, mon projet. Il a tout de suite validé. Il m'a dit OK, Banco, on y va. trop bien. Donc, il m'a beaucoup facilité la tâche en me donnant d'abord un listing qu'il avait Ok, web. ouais, Donc, je suis parti de là au départ. Donc, ça a été assez simple pour recueillir les premiers témoignages. C'était plutôt des témoignages des personnes qui ont ramassé de 2000 à nos jours. ouais, J'insiste sur le 2000 parce qu'en fait, à partir des années 2000, ils ont ouvert les sélections dans toute la France. Parce qu'en fait, les sélections avant se faisaient uniquement en région parisienne, ok, avant les années 2000. ouais, Donc, des personnes qui habitaient Marseille pouvaient ramasser les balles, par exemple, mais il fallait venir jusqu'à Paris faire les sélections. Donc, c'était niveau logistique beaucoup plus compliqué. ouais. Donc, tu avais quand même majoritairement des Parisiens. Tu sais Euh, combien de villes aujourd'hui proposent des sélections? non, j'ai pas le chiffre précis, mais tu dois en avoir au moins 5-6. D'accord. Ouais, c'est pas tant que ça non plus. Ouais.
Ouais, mais c'est des lieux quand même assez centralisés, tu vois. C'est Hmm. comme la Grande Motte, par exemple. Ouais, c'est Tac. le premier qui me vient à l'esprit à chaque fois. Ou Euh, le Gros du Roi, voilà. Exactement. Aussi, ce qui a beaucoup joué en ma faveur de 2000 à nos jours, c'est Ouais. le fait qu'il y ait eu l'apparition des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Donc, si je connaissais, enfin, si un ramasseur de 2014 connaissait quelqu'un, c'était beaucoup plus facile de le retrouver. Donc, je me suis débrouillé comme ça dans un premier temps. J'ai envoyé des mails, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Voilà, Le ça a été listing assez simple. avait combien de personnes en tout dedans? Quarantaine, je dirais. Ah ouais, pas plus. Ok. Je pensais que c'était genre colossal, qu'il y avait plus de Non, 1000 non, numéros et que sur les non, non, 1000, non. t'en avais Peut-être 100. peut-être une cinquantaine grand max, mais pas forcément plus. Donc t'as Euh, fait ricocher de tout ce que t'as envoyé, quoi. Voilà, j'ai plus le chiffre exact du listing, mais voilà. En fait, j'ai pu récolter assez facilement, en tout cas ces années. Ça n'a pas été un problème. J'ai fait mes entretiens, mes interviews par téléphone ou en direct. Et puis après, ça a rencontré donc la difficulté d'avant d'année 2000, parce que là, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc là, j'ai épluché. Ouais. Parce qu'à l'époque aussi, Roland n'a pas de listing en fait. Tu sais, quand c'est des mineurs, ils n'ont pas le droit de garder le nom des enfants qui ont ramassé les balles. Donc il n'y a pas d'archives entre guillemets. Et là, j'ai dû faire des recherches. Et là, ça a été compliqué. Parfois, j'ai eu des coups de chance. Et les recherches, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai dû éplucher les Facebook pour voir s'il n'y avait pas un lien avec le tennis. Parfois, on m'a donné des noms, mais on n'avait pas le contact. Donc, j'ai vérifié si ce n'était pas des homonymes. J'ai contacté beaucoup de gens par LinkedIn et pour les contacter par LinkedIn, j'ai beaucoup regardé TNUP aussi. Parce Yes. que TNUP, tu sais, tu as le nom des personnes, mon prénom, tu as Ouais. l'année. Et en fait, par rapport à l'année, je me suis dit, bon, lui, il a à peu près ramassé à cette année-là, potentiellement, il a un lien avec le tennis, allez, je le contacte, je lui envoie un message. Bien Et en fait, joué. j'ai fait entre 50 et 100 clubs de tennis. J'ai fait le listing, j'ai d'abord cherché les gros clubs, après je suis allé chercher les plus petits clubs et j'ai tapé nom par nom sur LinkedIn, Instagram, Facebook, voilà, Ah, t'as envoyé. Ouais. des heures, j'ai envoyé je sais combien de messages et comme ça, j'ai pu retrouver beaucoup de monde. Moi, il y en a Et trois qui me reviennent que j'ai vraiment adoré. C'est là, il y a les photos. D'ailleurs, c'est l'avantage du livre. Bon, si vous écoutez en version audio, vous pouvez passer une tête sur YouTube. Mais là, on a une photo en 1989 d'une accrète vraiment de l'époque qui est hyper mignonne. Estelle Ferreira avec le petit fil autour du cou, là, vraiment d'époque. La tenue aussi de ramasseur avec le gros BNP au milieu, un peu placardé, le short en mode shorty. Ça, c'était Jérôme Mathieu en 88. Et tu as ce monsieur incroyable qui avait pris des notes dans son petit carnet. Et ça, ouais. c'était génial. Avec le nom des joueurs. Il y a aussi le code, le règlement intérieur des ramasseurs de balles, 1988, assez exceptionnel. Je montre un peu les photos. C'est sympa que tu aies documenté le livre de toutes ces photos. C'était qui ce monsieur-là avec son petit carnet? Tu parles de ce carnet? Ouais, assez exceptionnel. Ouais, c'est Olivier Dain qui, à l'époque, était passionné. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Roland cette année, d'ailleurs. Et en fait, il prenait les photos, enfin, il écrivait un petit texte, il mettait la photo du joueur et il allait leur demander un petit autographe. Ah, j'arrive pas à tout lire, mais Arthur H. Donc il écrit 34 ans, donc la date, 1976, huitième de finale, chance 3%. Non, Il c'est sert, excellent. il sort à peine d'une opération au talon qui, espère-t-il, le libérera d'une douleur qui l'empêchait jusque-là de se déplacer tout à fait normalement et qui est indispensable. Non mais c'est génial avec son écriture d'enfant de l'époque, quoi. Et il a toujours ce petit carnet, en plus. Ouais, ouais, il me l'a montré, exact. Chez Arthur H, observez tout particulièrement la sobriété du geste et la prise de balle très rapide au sommet du rebond. D'où des risques importants sur surface lente, mais une cadence accélérée et parfois lumineuse. Mais c'est génial. Avec un joli trait rouge à la fin. Parfois, il n'y avait qu'une signature, là, c'est quand il n'a pas réussi à faire signer, du coup. Exactement. Qu'une signature. Ilinastase, 30 ans. Il faudrait regarder en même temps chez le Roumain. Non, tout regarder en même temps chez le Roumain, tant le talent éclate dans chacun de ses gestes. Mais puisqu'il faut choisir, admirez tout particulièrement son jeu de jambes, sa façon de se replacer,
d'entamer déjà le coup suivant avant même d'avoir tout à fait terminé celui qu'il est en train d'exécuter. Je sais pas s'il écrivait ça à l'époque où il était ramasseur ou s'il l'a écrit plus tard. Tu sais Non, ça? il l'a écrit à l'époque. Ah, Il c'est l'avait incroyable, il écrit. avait s'exprimé hyper bien déjà à l'époque, c'est fou. Non, mais J'adore. t'as des vraies pièces à conviction, entre guillemets. Ah, c'est beau, hein. C'est comme t'as la médaille des ramasseurs de balles aussi, qui récompense le vainqueur du tournoi des ramasseurs. À l'époque, il y avait un petit tournoi qui s'organisait sur les terrains de Roland, Ok, ah, de fou. qui est une très belle médaille qui a été faite en 1979. 19. Ouais, Ouais, je l'ai, elle est magnifique. Je la montre à l'image, exactement. elle est sublime. Quel est le témoignage qui t'a le plus ému, marqué? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des témoignages. Ah, top 3 moi j'aime beaucoup la petite anecdote avec McEnroe. Il y a un ramasseur Rack McEnroe, il était connu pour avoir des excès d'humeur. Ouais. Donc il casse sa raquette et il y a un ramasseur qui la récupère, qui sort donc du cours, et, qui se dirige vers les vestiaires. Et à ce moment-là, il y a un spectateur qui lui demande de racheter la raquette de McEnroe et en fait le ramasseur lui donne gratos la raquette. Énorme. Et en fait la raquette aujourd'hui, bon, elle doit valoir très cher, mais à l'époque de lui donner cette raquette, c'est quand même un geste assez fou. Ouais, Il aurait pu aussi vouloir la garder et finalement il l'a donnée à ce spectateur qui est ouais, reparti avec sympa. la raquette de McEnroe. Ça, je trouve que c'est un moment sympa. Moi, il y a une anecdote. Alors, les gens vont dire que je suis pro Nadal, mais il y a une anecdote de Nadal qui m'a beaucoup marqué, que je trouve aussi très sympathique et assez symbolique par rapport au fait que je te disais que si aujourd'hui je pouvais ramasser, je le ferais encore. Tu as, un jeune ramasseur qui en 2013 devait ramasser son idole, donc Nadal, comme pour beaucoup de monde, Nadal est l'idole de beaucoup de gens. Ouais, Et finalement, il n'a pas pu le ramasser parce il y a eu la météo. Et en fait, le lendemain, il ne s'est pas retrouvé sur le central, il s'est retrouvé sur un autre cours. ok, Donc, il n'a pas pu ramasser Nadal. Finalement, en tant que ramasseur, il n'a jamais pu ramasser Nadal. ok. Donc, ça a été un moment assez douloureux pour lui, j'imagine. Et il est devenu encadrant. Aujourd'hui, c'est le sous-responsable, en fait, c'est le deuxième responsable des ramasseurs. Ouais, Et pendant la Covid, avec le début des night sessions, tout arrive en même temps, ils ont dû renvoyer les jeunes chez eux parce que l'heure se faisait trop tardive. Les encadrants ont enfilé eux-mêmes les tenues des ramasseurs de balles. ah, c'est mythique. Ils ont mis des masques, enfin, il y avait les masques, donc en fait, avec les masques, on ne voyait pas forcément leurs traits de personnes plus âgées. Ouais, Et finalement, 10 ans après, quasiment, il a pu ramasser Nadal, mais à l'âge de 23 ou 24 ans, tu vois. Et ah, il s'est j'adore. retrouvé sur le central en fin de match pour le match Nadal-Sinner. Je crois que c'était quart de finale ou Exceptionnel. huitième, je sais plus. Et il a pu ramasser Nadal avec ses potes en plus, qui eux-mêmes avaient ramassé à l'époque. Donc ils se sont fait un kiff cette soirée-là. C'est trop drôle. Mais c'est comme à l'US Open, t'as des ramasseurs qui ont 40 piges. C'est Ouais. assez incroyable. Bah, alors à l'US, pour ramasser, il faut être majeur. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça. C'est pour ça que tu as des personnes qui ont 40, même 50 piges, Putain, mais comme c'est tu dis. fou. À la ricaine, il n'y a pas d'interdit. Ouais. Pendant les JO, c'était ça aussi. À Paris, les ramasseurs de balles pour le tournoi de tennis, c'était uniquement des personnes majeures. Donc, pareil, tu en as qui ont pu ramasser et revivre l'expérience d'un ramasseur, entre guillemets. T'as mis combien de temps pour l'écrire, le livre? Plus d'un an. Ok. 1 an, 4 mois, précisément. Il a été édité à combien d'exemplaires? 240, 250, entre 240 et 250. T'es en auto-édition, c'est ça? Exactement, je suis en auto-édition. Ok, Voilà, je l'ai édité sur Amazon KDP. ça marche. Bah, je vous mets également le lien en commentaire pour passer commande. N'hésitez pas, c'est vraiment un beau cadeau à faire et un très très chouette moment à passer. En plus, le livre est assez joli, il est assez quali, il est sympa. Est-ce que il t'a permis de vivre des trucs sympas? Est-ce que ça t'a ouvert des portes dans le milieu du journalisme? Est-ce que tu t'es retrouvé à des soirées improbables parce que tu as écrit ce bouquin? Du coup, est-ce que ça t'a permis de vivre des trucs que tu n'aurais pas forcément imaginé? Oui et non. Ça m'a pas permis de vivre des soirées extraordinaires. Enfin, tu veux dire à Roland, invité par Gilles Moreton, etc. Non, ça m'a pas permis de faire ça, par exemple. Et réveille-toi, Euh, Gilles, euh, qui dort mais sous Gilles, c'est pas ça possible. m'a déjà l'expérience quand même de pouvoir écrire un livre sans prétention. Je trouve que enfin, c'est un très bel accomplissement. Ouais.
L'expérience humaine était vraiment top parce que j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes de milieux différents, etc. Donc ça a été vraiment très enrichissant. Ouais, Dans le milieu du journalisme, malheureusement, ça ne m'a pas forcément ouvert des portes. J'espérais, pour être tout à fait honnête, que ça puisse m'ouvrir certaines portes, entre guillemets. ouais, Ça n'a pas été le cas. En revanche, ça m'a permis quand même d'être sollicité ou d'être interrogé par certains médias, de faire par exemple une première interview radio, une première émission sur Eurosport, par exemple, avec Anne Boyer. ouais. J'ai pu faire ça, et Bertrand Millard. Ça a été très, très, très enrichissant à la radio, en presse écrite aussi. J'ai pu faire quelques interviews, donc ça, c'était très intéressant. T'as vu un pic de commande suite à ton passage sur Eurosport ou pas forcément? Ouais, un petit pic. Après, comme je te dis, c'est pas des énormes pics, hein, mais c'est des petits pics de 10 15 commandes d'un coup, tu vois. C'est déjà énorme pour moi. Ouais, Puis un peu plus récemment aussi, c'est là où je t'ai vu également. J'ai pu faire Faites le mur. D'ailleurs, tu as sorti une récente vidéo là-dessus, là, récemment. ouais, Où là, il y avait Yannick Noah et j'ai pu animer un atelier parce que Fête Lumière m'a demandé d'animer un petit atelier sur les ramasseurs de balles. très Et à cool. la fin, j'ai pu remettre mon livre aux ramasseurs qui ont ramassé les finales durant cet événement. Ouais, c'est hyper cool. Voilà, donc ça, c'était quand même très cool, pareil, de rencontrer plein de gens. Ouais. C'était un très beau moment pour moi aussi. Et puis c'est une expérience pro hyper solide, quoi. Tu vois, tu peux témoigner, tu peux justifier que tu as écrit un livre et tout, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc bien joué, mon gars. Merci. Je vais vous lire la quatrième de couve de Nastase à Alcaraz ou de Navratilova à Sabalenka. Roland Garros a vu ses terres foulées par de nombreux athlètes que l'on ne présente plus. Aujourd'hui, tout le monde connaît Nadal, vainqueur de 14 titres à Roland Garros. Les amoureux de la petite balle jaune se souviennent aussi des sacres de Noah, Kuerten, Federer, Evert, Graf ou encore Hénin. Les plus puristes n'oublieront pas ceux de Panatta, Gomez, Jo Sovek et Rudzici, je ne sais pas comment on dit. Vous étiez. Voilà. Mais il y a des histoires que vous ne connaissez pas, celles des ramasseurs de balles, habituellement positionnés aux quatre coins du court et qui se fondent dans le décor. 50, non, 150, 151 d'entre eux témoignent de 1974 à nos jours et racontent leurs anecdotes sur le terrain et en dehors. Leurs récits drôles, touchants ou parfois surprenants révèlent une autre facette de Roland Garros. Bravo, c'est même assez fou que personne n'ait sorti de livre avant toi, donc bravo pour ça. Et longue vie à ce bouquin, peut-être à d'autres projets pour toi. Et merci en tout cas d'être venu témoigner, c'était hyper cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai cinq questions, quatre ou cinq questions de fin qui Ouais, sont communes à toutes les interviews, qui sortent un peu du cadre de cette interview. pas de problème. Est-ce que tu bouquines toi aussi à côté? Est-ce que tu as une petite reco lecture une découverte, une pépite que tu as faite récemment ou il y a longtemps? Sur le tennis ou Pas forcé, vraiment un livre qui t'a particulièrement marqué. Si tu devais l'offrir à la terre entière, si ce livre gagnait à être connu, ça serait lequel, tu dirais? Alors, ouais, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, c'est la trilogie de Ken Follett. Donc, c'est un livre, bon, c'est quand même c'est très conséquent, mais c'est quand même passionnant. C'est Ken Follett qui retrace tout le XXe siècle, donc Ouais, la première trilogie, et la Première Guerre mondiale, deuxième c'est l'entre-deux-guerres, et enfin, l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, et troisième volet c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez passionnant, et tu as des vrais faits historiques, et il met en lumière des personnages qu'il a inventés, et c'est très sympathique. trop bien. Je Et recommande. un film? Un film, je vais dire. Tu me prends dépourvu là, je réfléchis. Ton film J'en ai, référence à toi, c'est quoi? j'en ai plein. Mais si, il y a un film que j'ai vu assez récemment là qui m'a marqué, c'est The Greatest Showman. Ok, Euh, c'est une comédie musicale. Je suis pas comédie musicale habituellement. ouais, J'aime pas trop ça. Et là, j'ai été très agréablement surpris. ok. Il y avait des très bonnes musiques et je trouve que c'était bien mis en scène. Voilà, j'ai bien aimé ce film. C'est mon petit coup de cœur filmographique récent. C'est bon ça. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Là, il n'y en a pas forcément qui me viennent. Ah, si, après, je vais être un peu bateau, hein, mais je ne perds jamais, j'apprends. Voilà. C'est un Ok, petit truc, c'est un peu bateau peut-être, mais en vrai, c'est un peu ce que j'essaye de me dire quand justement je rencontre des échecs. J'essaye de me dire, voilà, faut que tu te relèves et c'est que l'apprentissage et la vie, c'est comme ça qu'il faut l'avoir et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. si tu devais écouter quelqu'un au micro de ce podcast,
À part Rafa, j'ai bien compris. Ça serait qui, quelqu'un où tu te dis, lui, il aurait vraiment des histoires sympas à raconter, quoi. Bah Max Zamora. Mais non, mais autre que moi. Non, si, je sais plus comment il s'appelle, mais quelqu'un qu'on a rencontré à Fête Lumur ensemble. Ouais. Alors j'ai oublié son nom, pardon, hein, si tu Yannick m'écoutes. Noah? Non, 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 pas Yannick Noah, mais quelqu'un qui donne des cours de tennis dans des prisons. Ah, intéressant. On avait un peu parlé durant l'événement de Fête le Mur Ouais, et je trouvais que c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant et ce qu'il proposait était assez unique et tu innovant. m'étonnes. Voilà. Ouais, ouais, c'est très bien vu. C'est quelqu'un que j'aimerais bien écouter aussi davantage parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger plus longuement, mais Ouais. le peu qu'on ait pu échanger, c'était très cool. Ah, super idée. Super idée. Bah top. Et ben écoute, on y est. Le concert le plus ouf auquel t'es concert un peu, t'es branché concert un peu ou pas? Je vais rarement à des concerts, mais Ok. pour l'anecdote, j'ai assisté au concert d'Yannick Noah à l'époque. Où ça, dans quelle salle? C'était le Zénith de mémoire. Ah, pas mal. T'avais kiffé ou sans plus? Ah, moi, j'aime bien Noah en tant que chanteur aussi, donc Ok, j'avais kiffé. très bon ça. Ok, eh ben on est bien. Je vous remets le livre de Valentin, Les Ballos, ramasseurs de balles de 1974 à 2024, pour le commander en commentaire épinglé ou en description de l'épisode. Vous pouvez tout simplement googler sinon le livre. Euh, Notre invité aujourd'hui s'appelle Valentin Lefebvre, Lefe, accent grave, Vre. Et bah écoute, bonne continuation pour ta formation du DE. Et puis longue vie à ton bouquin et à d'autres projets, à ta carrière de journaliste aussi. Et à très bientôt, Val. Mille merci. À très bientôt, j'espère, sur les cours de tennis ou ailleurs. Yes. Allez, ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.